BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end et merci d'être là. Et puis allons-y, bonnes vacances aussi à vous qui en profitez peut-être. De quoi je me mêle qui se poursuit, on sera encore là, ça c'est la bonne nouvelle la semaine prochaine. Et puis après on s'accordera quand même quelques petites semaines de vacances pour revenir toute fin du mois d'août. Avec au sommaire pour ce de quoi je me mêle, dans un instant le club de la presse IT bien sûr. Et puis en deuxième partie, c'est Christophe Joly qui nous rejoindra. Avec lui ce sera notre rendez-vous nostalgique et on va s'intéresser aux drones avec lui, et notamment à un acteur français qui a réussi à tirer son épingle du jeu avec les drones, c'est Parrot. Parrot qui aujourd'hui, vous le savez, fabrique des drones notamment pour les services de sécurité américains, entre autres. On en parlera tout à l'heure, on vous racontera toute cette histoire avec Christophe Joly. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte. Un grand merci d'être là et bienvenue, c'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. Le club de la presse IT avec cette semaine Pierre Fontaine. Salut Pierre. Salut. Pierre Fontaine qui n'est pas en vacances, regardez-le, il est magnifique. Il est cerné. Il n'arrête pas. Si vous lisez le site BFM Tech, c'est à lui que vous pouvez envoyer vos doléances, car c'est lui le rédacteur en chef adjoint de BFM Tech. Surtout les mots d'amour, je veux surtout des mots d'amour. Son numéro, le 06. Non, on va pas aller jusque-là. En bas de votre écran. Merci d'être là Pierre en tout cas pour avec commenter plaisir. l'actu, et c'est Anthony Morel aussi qui était avec nous. Salut Anthony. Salut François, salut Pierre, salut tout le monde. Et bien voilà Anthony que vous appréciez tous les matins dans Good Morning Business mais aussi à la mi-journée sur RMC. Ouais, pas tout le monde mais Oh la plupart. mais j'espère quand même. Non mais évidemment, tu es dans notre petit cœur, Oh, mon cher Anthony. adorable. Alors messieurs, je sais que vous avez envie de partir en vacances mais ce n'est pas encore le cas. Pas mal d'actu pour débuter ce de quoi je me mêle, avec notamment un sujet sur les smartphones pliants. Alors vous le savez, Apple devrait, si tout va bien, nous sortir son premier smartphone pliant. Là, dans quelques semaines, il devrait être présenté à la rentrée avec les nouveaux iPhone 18. C'est un petit événement. Et on voulait en profiter pour faire un point là-dessus parce que, visiblement, Anthony, on en sait de plus en plus au sujet de cet iPhone pliant. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu des rumeurs au fil des mois. L'année dernière, c'est du côté de Ming Chi Kuo, qui est donc l'un des analystes stars qui suit Apple et qui a souvent des informations, qui est assez bien renseigné globalement, et qui nous donne plusieurs infos donc sur ce futur iPhone Ultra, puisque c'est le nom vers lequel on se dirigerait, qui serait donc annoncé à la rentrée, au moment des iPhones, comme d'habitude, mais qui ne sortirait pas à la rentrée, qui sortirait un petit peu plus tard. Ah là là, mon Dieu! Eh oui, qui sortirait plutôt en fin d'année. Quelle excitation! Ils avaient déjà fait le coup au moment de l'iPhone 10. Je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. l'iPhone 10, c'était l'iPhone 8 en fait, et ils étaient passés directement au 10 parce que c'était les 10 ans. Et donc, ils avaient présenté les iPhone 8 au mois de septembre, et puis l'iPhone 10 était sorti quelques mois plus tard. Et puis donc le là, 9, vous avez dit non, le 9, et le c'est 9, pas la non, peine. parce que peut-être vous vous en souvenez plus, mais il n'y a jamais eu d'iPhone 9. Non, on est passé directement du 8 au 10. Voilà, exactement, même chose. Ouais. Même chose. Donc ça, c'est pour la sortie. Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus sur ce fameux iPhone ? On a 2-3 éléments. D'abord, sur son épaisseur, ce qui est un point évidemment extrêmement important quand on parle de smartphone pliant. On sait que en mode déplié, donc lorsqu'il sera à plat, eh bien, il ferait moins de 5 mm. C'est-à-dire qu'il se ferait plus fin que l'actuel iPhone Air, qui est déjà quand même très très fin. Donc là, il y a une vraie prouesse d'ingénierie, une vraie prouesse technologique. Franchement, pour le coup, c'est assez impressionnant. Et on voit à quoi sert l'iPhone Air du coup. Exactement. Oui, en fait, oui, tu mets deux iPhone Air. On l'avait dit au moment où l'iPhone Air était sorti. Ouais. On avait dit, en fait, t'en mets deux, tu mets une charnière et puis t'as un iPhone. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Mais oui. Vas-y. Parce que nous, on bricole un peu, mais bon, Apple, On a un petit savoir-faire. Oui. un peu de super glue entre deux écrans et c'est réglé. Et voilà, je pourrais très bien être ingénieur chez Apple. C'est pas compliqué. c'est vrai. Voilà, C'est vrai. tu me donnes deux iPhone Fold et je te fais Et moi, un je pourrais iPhone être ton Air. assistant, je pense. À tous les deux, on pourrait je pense- révolutionner les nouvelles gammes d'iPhone. Ah, je pense, oui, ça dépoterait, effectivement. L'iPhone collé. Je sais pas combien on en vendrait, mais alors ça, c'est intéressant aussi d'ailleurs sur le fait de combien ils veulent en vendre et sur le fait qu'ils vont, alors organiser la pénurie, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ils vont en mettre très peu sur le marché. On a le chiffre, alors c'est Ming Chi Kuo qui donne ce chiffre de 500 000 dans un premier temps, ce qui est rien. 500 000, tu compares ça quand ils sortent un iPhone, par exemple les prochains iPhone 18, ils vont en mettre 20 millions sur le marché dès le départ. Donc on n'est pas du tout sur le même... Ils ont sans doute conscience que le marché est pas le même en fait. Il n'y a pas la même attente et que ça sert à rien dans un contexte de pénurie de composants
de mettre beaucoup de composants dans un produit qui va sans doute pas se vendre beaucoup, surtout s'il est pris légèrement glissé par les différents analystes dans la panière. Enfin, quand même, là, on est à des smartphones qui seront entre 2000 et 2500 $. Ouais. Ça commence à être cher, Hors non taxe. Hein Hors taxe et oui, hors, bien sûr, hors conversion Enfin, euro. Ouais. Voilà. Après, il y a pas mal d'informations qui sont contradictoires. Je ne sais pas si vous avez suivi, parce que effectivement, Ming Chi Kuo dit qu'il pourrait sortir un petit peu plus tard, et puis il y a d'autres experts, d'autres analystes qui disent que non, il devrait sortir en même temps que les autres iPhones. Je ne sais pas si tu as vu En fait, oui. ça. En fait, il y a un flou là-dessus, et visiblement, la production masse aurait même commencé, et on serait bien au-delà des 500 000 exemplaires disponibles lors de la sortie, parce que Apple viserait entre 8 et 10 millions de smartphones fabriqués. Mais en fait, en ce moment, visiblement, ils auraient réglé les problèmes. Il y a une période de Kems et de contre-Kems un peu là, d'un jour à l'autre. Oui. Il y a des analystes qui pénurie, non pas pénurie, mais effectivement sortie décalée, pas de grosses attentes. Et il est déjà sorti. Non, j'en ai déjà 3. Non, mais clairement, la production, même si effectivement il vise des 10 millions au maximum, je pense qu'ils vont y aller très prudemment, parce que 10 millions, rappelons-le, c'est rien pour Apple. C'est-à-dire que si on compare ça à l'iPhone 18 Pro Max, oui, quand on vend quelques centaines de millions de smartphones à l'année, 10 millions, c'est pas grand-chose. Non, ça représentera une petite partie. Mais c'est effectivement, au vu du prix et au vu, alors les difficultés semblent avoir, il y a eu des difficultés de charnière, ça semble avoir été résolu. Ils n'arrivent pas à le plier. C'est ce qui était embêtant pour un téléphone. Non, mais effectivement. Ils auraient dû me demander, du coup. Si, on a un problème. Notre iPhone pliant, ils n'arrivent pas à le plier. Je comprends pas. Et donc oui, ils ont a priori une. Alors la charnière, c'est assez amusant quand on fait le point sur les rumeurs, c'est que on n'est pas complètement d'accord sur le matériau utilisé. Est-ce que ça sera du liquide métal parce qu'on sait que Apple avait pendant un moment mis une option exclusive sur l'utilisation de liquide métal. Finalement, l'option est tombée. Mais là, ce matériau qui est à la fois plus souple, plus léger, plus résistant même que le titane, avec un meilleur rendu dans l'effort, on va dire. Finalement, il serait peut-être utilisé pour la charnière, mais ça serait peut-être un mélange de titane et d'acier inoxydable. Donc, là, la machine à rumeurs, elle est en train de courir dans tous les sens. Donc, il faut être hyper prudent. Effectivement, on peut dresser le portrait du truc. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le format. La finesse est hyper intéressante, mais bon, on se doute bien qu'ils vont pas faire une brique. Ça serait un bel hommage au téléphone d'antan, mais ça marche plus tellement aujourd'hui. En revanche, puis si on fait un mur d'iPhone pliant, ça risque de coûter cher. Ça fait un petit budget après. Ça fait un petit budget. Oui, voilà. C'est clair. Mais ce que je trouve intéressant, c'est effectivement le format qui serait un format proche du 4/3 ou 4/3 même, et un format presque livre, en fait, vraiment poche. Et d'ailleurs, ça sera peut-être une transition vers le sujet Samsung. Mais ce serait donc une nouvelle approche du pliant. En tout cas, même si on a déjà vu des smartphones. C'est Huawei, non, qui en a sorti un qui pourrait ressembler au form factor de l'Apple. C'est pas Oppo qui avait sorti un modèle, mais pas pliant. Moi, je me souviens pas de ce format-là. Le format 4/3, j'ai vu ça avec Samsung aussi, effectivement. Il y avait beaucoup de rumeurs. Pas en pliant. Mais pas en pliant. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, il y aurait une approche différente, pas du format très haut. En fait, c'est entre le Fold et le Flip. Voilà, oui. On garde l'ouverture horizontale, mais finalement, on n'a pas un téléphone hyper massif, hyper grand. Il est plus carré, en fait. Il reste compact, mais quand tu l'ouvres, tu te retrouves malgré tout avec la taille d'un iPad mini. Parce que c'est à peu près ça. Un tout petit peu plus petit. Le ratio un tout petit peu petit. C'est ça. Mais c'est 7,8 pouces, donc un peu plus petit qu'un mini. Ça serait quand même un format qui serait plus compatible avec le visionnage de vidéo. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous prenez le Fold, par exemple, vous l'ouvrez, vous avez un immense écran, mais finalement, lorsque vous le mettez à l'horizontale, vous avez des grosses barres noires. Là, on serait avec quelque chose de beaucoup plus optimisé, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que, juste une chose, ça serait quand même l'une des sorties les plus attendues du côté de chez Apple depuis un moment, cet iPhone pliant. Parce que là, c'est un nouveau format. Ça ronronne avec l'iPhone depuis pas mal d'années, quand même. Là, on a une vraie rupture. C'est ça. Non, mais d'accord. Absolument. Pour Apple, pas dans le marché du c'est pas les premiers à faire du pliant, évidemment, mais c'est vrai que du côté d'Apple, c'est la première fois qu'on change de format à ce point depuis probablement depuis le premier iPhone, et même ensuite, on a eu des évolutions. C'est une rupture. C'est difficile de parler de rupture au sens où, effectivement, quasiment tout le monde est déjà là, et que là, ça illustre bien l'espèce de
jurisprudence ou en tout cas de prise de temps de la réflexion d'Apple qui arrive quand il estime que le marché est mûr. Bon, après, on a vu qu'il a, par exemple, pour le Vision Pro, il a pris son temps pour arriver sur le marché en disant on va y aller maintenant tranquillement sur les casques de réalité augmentée, réalité mixte et autres, parce que le marché n'est pas prêt. Et on a vu que son produit, il n'a pas révolutionné le genre. Je ne suis pas sûr que... Peut-être qu'on peut l'espérer, je sais pas. Enfin, j'ai pas d'avis arrêté sur les pliants. Moi, je les trouve très sympas à utiliser comme ça, mais effectivement, au quotidien, j'utilise un smartphone pas pliant parce que ça correspond pas forcément à mon quotidien, quoi, en fait. Moi, j'utilise un pliant au quotidien et c'est vrai que je trouve ça pas mal. Alors moi, c'est un Pixel pour le coup, Pixel Fold, et donc je suis assez curieux de voir tout ce qui sort et toutes les nouveautés parce que je trouve ça très pratique pour l'usage que j'en ai. Et tu t'en sers beaucoup ouvert? Alors moi, je m'en sers pour vous raconter un peu ma vie. Voilà, c'est ça. Toi, en fait, je joue aux échecs principalement en ligne. Donc quand je rentre dans le tram après la journée, et ben je le mets en mode tout le temps en mode déplié pour jouer aux échecs et pour lire, pour consulter des contenus, des vidéos quand j'ai pas ma tablette. Donc typiquement quand je suis dans les transports, c'est quand même assez pratique. Même si je suis d'accord avec toi, c'est pas encore optimal parce que tu as les bandes noires, etc. Mais c'est quand même mieux en format classique, on va dire, que sur un petit écran de téléphone. Donc je trouve que c'est pas mal, mais que ça manque encore de ce qu'on appelle des killer apps, c'est-à-dire vraiment des trucs qui font que tu as envie d'acheter le téléphone parce que tu vas avoir un usage que tu ne peux pas avoir sur les autres formats. Et ça, on ne l'a pas encore. Et je pense que du coup, l'arrivée d'Apple peut peut-être aussi changer ça parce que tous les développeurs vont être très très chauds pour nous sortir des trucs qu'on n'a jamais vus auparavant. Et puis on peut espérer aussi, parce qu'il y a, dans le monde du pliant, Motorola qui est encore un challenger, il a d'emblée vachement chopé les petites astuces ergonomiques qu'il avait glissées dans ses smartphones à clapper au départ et maintenant pliant. Et je crois qu'il avait une approche très intelligente de l'ergonomie pliante, beaucoup plus que Samsung, alors que Samsung est arrivé dessus à créer la gamme. Et donc on peut espérer que Apple, qui est quand même assez souvent synonyme d'ergonomie, va réussir à trouver des petits trucs sympas, des intégrations, va offrir les outils qui permettent aux développeurs de chiader leurs interfaces et de faire en sorte qu'on ait un multitâche vraiment super facile à gérer, qu'on ait effectivement, et le format aidera, un vrai confort pour visionner des vidéos si on consomme beaucoup de vidéos maintenant. Enfin voilà, On en garde sous le pied parce que ça va vite arriver, cette histoire-là. Si tout va bien, la présentation des nouveaux iPhones, ça serait vers le 8 septembre. Donc voilà, évidemment, dans De quoi je me mail, et notamment dans Tech & Co aussi sur BFM Business, on reviendra là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que l'actualité du pliant ne s'arrête pas là. Plus près de nous, dans quelques jours, c'est Samsung qui va dévoiler ses nouveaux pliants. Et là encore, ils sont très attendus parce qu'on risquerait peut-être d'avoir justement la copie de l'iPhone en termes de taille, non ? C'est ça, exactement. Le même format dont parlait Pierre, le fameux format 4 tiers, qui serait la grande nouveauté de cette gamme de pliants. Alors, il présenterait 3 nouveaux modèles. Donc, le Galaxy Z Fold, le 8. Fold Flip. Alors, tu as le Fold 8, le Flip 8 et le Fold 8 Ultra. Et en plus, c'est un peu contre-intuitif parce que le Fold 8, c'est pas la suite du Fold 7, c'est le fameux modèle 4 tiers. Et le Fold 8, l'iPhone Ultra. Voilà. Et le Fold 8 Ultra, ce sera le successeur du Fold 7. Non, mais je sais pas si avec Doliprane. Ah ouais, non, mais c'est ça. Non, mais je suis pas très désolé si c'est pas, pas plus clair que ça, mais c'est très clair. Donc en gros, vous aurez le format à clapet, d'accord, ça c'est le flip, on connaît. Le format Fold, ce sera donc le fameux format 4 tiers qu'on pourrait aussi retrouver sur le modèle d'iPhone pliant, mais qui s'appellera Ultra. Et qui s'appellera Ultra. Et le Fold Ultra qui sera donc le format classique livre ouvert quand on le déplie. Voilà. Donc effectivement, la grosse nouveauté, ça va être ce nouveau format. On n'a pas beaucoup plus d'informations. Ça, on aura toutes les infos. Donc c'est le 22 juillet, si je dis pas de bêtises, l'événement Samsung. Mais c'est intéressant. Là, la bataille va vraiment se lancer. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de modèles ces dernières années, mais là, le fait que Apple entre dans la bataille, Samsung qui va sortir aussi des nouveaux modèles qui vont être assez intéressants. Je pense qu'on n'a pas encore
résolu tous les problèmes. Encore une fois, on manque les deux killer apps. On a des prix qui sont encore très chers, même si, alors, je mets un petit bémol là-dessus parce que c'est extrêmement cher. Je pense pour la plupart des gens, personne va, parce que là aussi, sur les Samsung, on va avoir des augmentations de prix de 100 à 280 € en fonction des modèles. Donc, on va se retrouver. Il y a toujours l'effet Ramageddon qui fait que on se prend l'augmentation et puis effectivement, les smartphones pliants n'ont jamais été donnés. Là, le plus cher, il sera avec je crois que c'est avec 1 Tera, tu seras à 2800 €. Donc quand même, ça commence à piquer un peu. Après, encore une fois, il y a quand même un marché pour ça. Alors c'est clairement pas la majorité des gens, mais c'est toujours, il faut penser, nous on pense européen, c'est normal, mais quand tu penses marché américain, il y a beaucoup de gens qui ont des moyens et qui n'ont rien à faire en fait pour eux, tu vois. Enfin, $2000, encore une fois, il y a un tiers des ménages américains qui gagnent plus de 150 000 $ par an. Ils vivent endettés pour beaucoup d'entre eux, paycheck to paycheck. Donc mettre $2000 dans un téléphone, c'est vrai que j'ai l'impression que l'iPhone en plus va au-delà de ce débat-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont économiser pendant 1 an ou 2 pour s'offrir un iPhone qui est au-dessus de leurs moyens, mais c'est pas grave, ils vont le payer en 10 fois, 20 fois, bien sûr. souscrire un abonnement avec, ce qui fait que ça fait baisser la facture. Ça sera sans doute le cas pour l'iPhone Ultra, enfin l'iPhone pliant, qui sera sans doute packagé avec un abonnement. Ça fait un peu baisser le prix, mais effectivement, c'est vrai que ça va être hyper cher. Ou le prendre avec des prêts à la consommation aux États-Unis. Si tu pars du principe que c'est un produit 2 en 1 qui fait smartphone et aussi tablette, finalement... ça, c'est ce que se font dire les gens pour justifier l'achat. Ah, vraiment, franchement, c'est 2 en 1, quoi. Donc, je peux bien lâcher 2500. Mais tu as raison, je pense, c'est exactement. Et je pense aussi qu'ils vont le commercialiser, et ça va être l'un de leurs arguments de vente. Mais bien sûr. Avec la question quand même, c'est est-ce que ça va pas aussi vampiriser leur propre vente? Parce que les iPads, voilà, comme tu le dis, si tu achètes un iPhone Fold, tu vas pas acheter. Après, les iPad mini sont pas. C'est un petit marché de niche. Oui, c'est un marché, souvent, les derniers modèles d'ailleurs, il est présenté souvent comme des tablettes un peu à destination des professionnels, pas les professionnels forcément la création, mais les gestions de stock et autres. Alors il y a toujours des gens qui s'en servent un peu comme liseuse, même si l'écran n'est pas forcément parfait pour ça. Et Apple n'a jamais eu peur de se cannibaliser. En fait, il préfère se cannibaliser lui-même que de laisser des parts de marché aux autres. Donc là-dessus, j'ai pas trop de crainte. Mais c'est en revanche ce que je trouve intéressant, c'est de voir que Samsung multiplie les entrées dans son pliant et de se dire, en fait, s'il les multiplie, c'est vraiment pour essayer d'accroître la zone de couverture pour séduire le plus de chalands. Mais est-ce que ça va suffire? Et puis que Apple arrive petit à petit, c'est aussi intéressant à voir. Mais en fait, j'avoue que j'étais un petit peu échaudé par le Vision Pro, qui était un produit génial, mais pas révolutionnaire. Et je me dis, est-ce que le temps qu'ils ont mis pour arriver va justifier, en fait? Il faudra voir. On verra bien. Moi, je pense que ça va être un carton. Mais ça va être un produit sympa. C'est vrai. Est-ce que le prix va pas être aussi... ça, ils n'ont toujours pas trouvé la recette miracle, mais il va falloir. Est-ce qu'on peut dire en tout cas que les smartphones pliables sont à un moment charnière? Oh, c'est beau. Celle-là, alors, écoute, raison. Tu sais quoi? Elle est magnifique. Et puisqu'on est dans les jeux de mots, je tiens quand même à saluer celui de Léa. Ah oui, excellent. Parce que là, si vous nous regardez en vidéo, c'est écrit Samsung va tout plier le 22 juillet. Joli. On les a toutes faites, je crois. Ah ouais, non, mais c'est bien. Là, vous pouvez ouvrir le tiroir, racler, regarder ce qu'il y a au fond. Il n'y a que de la poussière. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de blagues. Si vous en avez des meilleurs, dites-nous dans les commentaires. Vous pouvez, bien sûr. Vous avez vu, on a mis quand même la barre très très haute. Ça ne fait pas un pli, oui. Juste un mot, parce qu'on parle d'Apple et de Samsung, mais il y a aussi des challengers qui sont là dans le pliant. Il y en a notamment un qui s'en sort très bien. Moi, qui m'avait impressionné déjà il y a 2-3 ans, c'était Honor. Il avait sorti le Magic, à l'époque c'était le V4, qui m'avait vraiment impressionné parce qu'il était d'une finesse incroyable, très bien fini, robuste, très beau téléphone. Et là, ils viennent de sortir le V6, qui, alors évidemment, coûte cher. Alors, il est à 2300 €, mais si vous l'achetez maintenant, il est à 1700. Donc, pour avoir un téléphone comme ça pliant, ça peut être une bonne affaire. Et là, quand il est déplié, tu parlais tout à l'heure de 5 mm d'épaisseur. Moins de 5 mm, il disait. Là, on est à 4 mm. T'es à 4 mm j'avais pas vu ça. Sur le V6 Magic, on est à 4 mm. Wow. Donc ça veut dire que malgré tout, Honor, qui rappelons-le, est un spin-off de Huawei il y a quelques années, etc., qui maintenant vit sa vie tout seul, arrive à faire des trucs incroyables. Hyper impressionnant. Incroyable. Mais ça m'étonne pas, enfin on le dit régulièrement, mais aujourd'hui l'innovation elle vient beaucoup de Chine. Je pensais, là tu parlais d'Honor, mais on peut parler d'Oppo aussi, qui est très innovant, y compris sur les pliants également. Et on commence à avoir une offre assez séduisante en termes
Leur offre, comme tu le disais, ça fait plusieurs années que, moi je trouve, ils ont, en plus ils ont une partition photo généralement qui est vraiment bien, Ouais. et des appareils qui sont bien équilibrés, qui ont une bonne autonomie. Moi, pour moi, c'est même plus des challengers. Ils jouent à. Ah oui, ils sont oui, à à armes égales avec les autres, bien sûr. Ils mériteraient évidemment. Et sur le design, effectivement, ils ont été parmi les premiers à vraiment bien affiner, à travailler, à avoir des charnières hyper résistantes. Ouais, c'était vraiment. Enfin, ils sont en pointe, je trouve. Et puis bon, c'est bien. Si on achète ce type de téléphone, c'est cool pour la canicule, ça refroidit parce que c'est un téléphone qui est au nord, donc forcément, il est un peu plus frais. Là, j'étais pas prêt. Ah là là. Non, mais moi, j'allais pas vous laisser comme ça. J'allais pas vous laisser avec une blague sur les pliants. Très bien. Non, mais c'est un concours, effectivement. Ouais. On va faire ça, les meilleures vannes de DQJMM. On va faire un classement Non, mais annuel. attendez, alors là, je tiens quand même à nous excuser. C'est la fin de la saison. Oui, tout le monde est fatigué. On est un peu, pas en burn-out, mais Non. pas loin. Et donc, c'est pour ça qu'on se laisse un peu. On n'a plus assez d'énergie pour censurer, c'est ça que tu veux dire? Exactement. D'accord, D'habitude, on a encore un peu de, comment peu de dirais-je, retenue, ouais. un peu de retenue, Ouais, c'est un ça. peu d'amour-propre. Il n'y a plus rien, là. De conscience de soi, ouais. Si on parlait, tiens, puisqu'on parle d'amour-propre, si on parlait de Mark Zuckerberg. Ah oui. Belle Oula, transition oui. quand même, car sais pas notre où tu ami vas, mais Marco, alors rien n'est officiel encore une fois, ce sont des rumeurs, mais vous savez que Meta prépare déjà la future génération des lunettes connectées. Anthony, ce qu'il y a de dingue, je ne sais pas si tu as vu cette info, c'est que en fait il y a deux infos. Meta essaierait d'empêcher les hackers de bidouiller les lunettes pour que, malgré tout, on puisse filmer et prendre des photos sans que le petit voyant s'allume. Ouais, bien sûr. En fait, c'est devenu même quasiment un marché parallèle. C'est-à-dire que maintenant, tu peux effectivement acheter des lunettes qui ont été bidouillées. Donc, il y en a qui cassent carrément le petit... Parce que tu as un petit voyant lumineux dès que tu commences à filmer ou à prendre des photos, ce qui est normal. Alors, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs facile à voir, hein, quand tu es en pleine luminosité comme ça reste compliqué. Mais bon, c'est une sorte de garde-fou pour éviter que tu ne puisses espionner n'importe qui dans la rue. Et donc, certains le cassent, d'autres, effectivement, ont bidouillé ou hacké les lunettes pour pouvoir... Voilà, tu mets un scotch. Il y a plein de trucs. Joli. Alors, le scotch, je ne sais pas comment... C'est un style. Oui, alors c'est ça. Je pense que le scotch, ils vont pas pouvoir y faire grand-chose. Enfin, ça me semble compliqué. Mais en revanche, dès que tu commenceras à essayer de triturer un petit peu la petite diode, eh bien, les lunettes se bloqueront. Enfin, la caméra des lunettes se bloqueront et donc tu ne pourras pas filmer sans avoir la petite lumière qui s'allume. L'idée étant évidemment de donner des gages un petit peu et de dire non, on n'a pas créé un outil de surveillance massive qui permet à n'importe qui de filmer n'importe qui à son insu, ce qui reste à prouver quand même parce que c'est. Oui, il prévoit aussi de faire en sorte que quand tu enlèves les lunettes et donc elles sont plus sur toi, ça coupe la capacité de filmer pour que genre tu poses pas tes lunettes sur la table, et puis tu t'en vas, on dit salut, salut, tout ce qui se passe. Enfin, il y a différentes choses. Effectivement, alors c'est des processus logiciels, donc il faut voir comment ça peut se contourner. Je me disais moi sur l'obstruction physique de la LED, il peut y avoir un moyen de récupérer une information et se dire voilà, c'est au niveau de la chauffe, au niveau du retour de lumière, je sais pas quoi, et te dire voilà, là il y a un truc qui se passe pas. Enfin, ils veulent faire ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est que a priori, alors ils ont conscience que on va dire le souffle du boulet est de plus en plus proche parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'insurgent contre ça, qui menacent d'aller en justice, qui vont en justice. Mais ils ont aussi, il y avait un papier dans le Financial Times de cette semaine où ils parlaient de présentation en behind closed door, donc derrière les portes, de manière rien officielle, de lunettes qui seraient capables d'enregistrer audio et vidéo d'une certaine manière en permanence. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième actu qui était liée à la première, en fait. Avant de lancer ça, il faut évidemment border les choses. Mais qui est carrément paradoxal, parce que d'un côté, tu dis, attendez les gars, mais je comprends tout à fait, vous allez voir, vous ne pourrez pas filmer si votre interlocuteur ne voit pas la petite loupiote. Et puis, parallèlement à ça, ils sortent des lunettes qui sont open bar en matière de son et d'image. Ils y réfléchiraient, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que alors il l'explique pas, parce que ils sont en grosso modo, on commande pas les prototypes, mais ce qui aurait été expliqué aux partenaires à qui ça aurait été présenté, c'est que ça fonctionnerait pas comme un appareil photo classique qui enregistre vraiment l'image et qui enregistre vraiment le son. En fait, là, il conserverait les métadonnées pour qu'un assistant intelligent intégré aux lunettes ou dans le cloud puisse ensuite se dire ah bah ouais, il y a
effectivement, tu as croisé machin, effectivement, il y a Bidule qui t'a dit ça dans la journée. Ça pourrait être un moyen d'enregistrer tout sans tout enregistrer. T'es d'accord que... Non, mais il y a c'est compliqué à expliquer. Il y a une certitude. Si on arrive à savoir que j'ai croisé Pierre Fontaine dans la journée, c'est que forcément il y a un moment qu'il y a un capteur qui a reconnu Pierre Fontaine. Donc, mais je crois que là ils se rendent pas trop compte. Meta, là, il y a vraiment. C'est pour ça que je parlais de donner des gages, c'est que ils sont vraiment en train de se transformer en l'entreprise Big Brother un petit peu quoi. Je veux dire, tout converge vers ça, c'est-à-dire les lunettes qui permettent de filmer. Bon bah ça c'est une chose, mais je rappelle que l'étape d'après c'est quand même d'y intégrer de la reconnaissance faciale et c'est pas juste un fantasme, hein, c'est eux, ça a été clairement. Alors ils l'ont pas dit, mais là encore, il y a des mémos internes, des notes, etc. On sait en gros, moi je suis en train de te regarder avec les lunettes, je vais voir Anthony Morel. Oui, voilà, tu me connais, alors c'est pas. Ça oui, va. Voilà. Mais comment s'appelle-t-il? Je le vois régulièrement, mais j'ai une ambition globale. Non, je dis mais tu sais, je le connais, mais je sais plus qui c'est. Mais en même temps, tu sais. Et là, paf, Anthony Morel apparaît. Oui, c'est ça. Alors on le dit en rigolant. Non, alors évidemment, tu vas scanner la foule dans la rue et tu vas avoir l'identification des gens et tu vas pouvoir trouver leurs réseaux sociaux, ce qui est quand même un petit peu flippant. Non, mais le truc, c'est qu'on le disait en rigolant parce qu'on se connaît, mais en fait, ils vont nous le vendre comme ça. C'est-à-dire, ils vont nous le vendre avec les fonctionnalités médicales. Ah, votre grand-mère a Alzheimer, et ben, elle va pouvoir avoir. Mais je te jure, je suis sûr que. Mais c'est sûr et certain. Ça va être c'est toujours pareil. Le cheval de Troie, c'est la santé, où on te présente les innovations, génial. Les lunettes connectées, ah bah, c'est super pour les malvoyants, parce que ça peut leur décrire l'environnement qui les entoure. Les lunettes avec de la reconnaissance faciale, ça va permettre aux personnes qui ont Alzheimer de reconnaître leurs petits-enfants. Bon, pourquoi pas, mais ça va être ça la réalité. Mais Meta, ils sont vraiment un peu dans une dérive de ce point de vue-là. Je pense qu'ils ont oublié qu'ils parlaient pas seulement aux technobros de la Silicon Valley qui trouvent tout ça formidable et c'est absolument génial, et qu'il y a aussi une partie de la population qui est très réticente par rapport à tout ça, par rapport à ce système de surveillance. Je me rappelle des premières Google Glass. Je rappelle souvent cette anecdote que les gens qui portaient les Google Glass se faisaient agresser dans la rue à New York, à tel point que même les ingénieurs de Google, j'en avais rencontré, m'avaient dit non mais moi c'est pas possible, je les porte pas dans la rue, sinon je me fais insulter, agresser. On les surnommait les glass holes à l'époque, hein, le mélange de glace et de assholes, qui est pas un truc pas très sympathique. Donc vraiment, je pense qu'il faut pas qu'ils oublient ça. C'est-à-dire Meta, ils sont très très bien partis avec intégrer de l'intelligence artificielle dans des Ray-Ban avec une petite caméra pour faire ses reels et tout ça, parfait. Mais toutes les briques supplémentaires qu'ils sont en train d'ajouter, il y a un moment, ça risque aussi de faire peur à une partie du public. Et puis moi, je rajouterais que à mes yeux en tout cas, et je n'ai pas l'impression d'être le seul, ils partent avec un déficit de confiance en fait, parce qu'il y a des affaires Cambridge Analytica, etc., c'est pas des coups d'épée dans l'eau, c'est pas des trucs qu'on a oubliés. En fait, il y a une défiance. On sait que Meta ne se comporte pas forcément toujours très bien avec les données personnelles, et avoir sur les yeux éventuellement un système un peu espion. Ça pose beaucoup de questions, surtout quand on ne sait pas comment sont traitées les données, quand on ne sait pas ce que Meta veut en faire, etc., etc. Enfin, moi, je suis assez pointilleux sur mes données personnelles, on va dire, vu qu'elles sont personnelles, mais c'est pas forcément la société à qui je confierais les clés du camion, on va dire. Non, surtout, c'est à la fois, alors tu vas me dire, c'est un sujet un petit peu différent, mais même en interne, il y a eu plein d'histoires. Alors, tu as raison de rappeler Cambridge Analytica, mais là, récemment, on a eu ces histoires où, tu sais, ils ont installé sur les ordinateurs des salariés des logiciels qui permettent d'analyser le moindre clic pour savoir ce qu'ils font en temps réel et pour pouvoir entraîner leur modèle d'intelligence artificielle. T'as le truc où ils ont fait des tableaux pour mettre les gens en compétition les uns avec les autres pour utiliser le plus l'intelligence artificielle avec des récompenses à gagner. Enfin, tout ça, en fait, tu vas me dire, c'est des éléments qui sont séparés, mais ça converge vers un point. C'est une sorte de société de surveillance généralisée, tu vois. Enfin, il y a un truc un peu orwellien dans tout ça quand même, quoi. Je veux dire, et d'ailleurs, ils sont revenus en arrière je crois qu'ils ont supprimé le fameux tableau et que le logiciel, c'est pareil, ils ont arrêté en disant, mais attendez, les gars, vous délirez là. Il n'y a pas effectivement que les technophiles absolus de la Silicon Valley. Il y a aussi plein de gens qui regardent ça en étant totalement effrayés, en disant mais on veut pas vivre dans une société comme ça, quoi. Après, je comprends aussi Meta qui est en train peut-être de voir l'IA du futur, parce que c'est vrai que si on a des lunettes qui amassent de la donnée sur ce qu'on voit et sur ce qu'on entend pour entraîner des IA. Vous savez, ce fameux world model que imagine Yann Lequin, il a besoin de ça, lui. Ah oui. Lui, il part du principe que l'IA de demain, ça sera une IA physique qui va emmagasiner des vidéos, du son, et qui comprendra son environnement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des LLM qui, elles, ne voient que du texte, finalement. Retranscrivent du texte et raisonnent avec du texte. Donc, on peut se dire que pour Meta, c'est aussi
Ah oui, c'est un formidable vivier de données qui va entraîner Oui, bien peut-être sûr. l'IA du C'est futur. pour ça que mais Meta- ça pose la question sur quelle IA du futur on veut du coup. Ouais. Aussi, hein. Et C'est c'est ça. pour ça que Meta devrait non pas nous vendre, mais nous donner ces lunettes. Parce que avec Mais c'est toute vrai. la data qu'on récolte en filmant autour de soi, je peux te dire que tes lunettes, tu les rembourses au centuple, hein, Mais c'est clair. au bout d'un C'est- moment. c'est Si tu sûr. les utilises Non, régulièrement. mais c'est clair, c'est Ouais. clair. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce que notre société est prête aussi à ce que chacun d'entre nous portions des lunettes comme ça, tu vois, dans notre vie privée? C'est ça le souci. Il y a eu la CNIL qui avait. Alors bon, Tu vois, pas t'es toujours. à un dîner en famille ou référence, je sais mais- pas quoi avec tes lunettes. Enfin, je sais pas, moi, Bah non, je trouve ça hyper gênant. Ouais, c'est ça. Et la CNIL soulevait un point intéressant, alors que parfois critiquable, hein, mais ils ont fait un rapport sur ces lunettes, sur une mise en garde générale, et ils disaient ça va créer aussi des phénomènes dans la société d'autocensure. C'est-à-dire, à partir du moment où tu te balades dans la rue et que tu sais que des gens peuvent te filmer n'importe où, n'importe quand, bah, du coup, tu vas pas avoir forcément les mêmes comportements. Alors, ça va peut-être être des petites choses, mais est-ce qu'on a envie de vivre comme ça en ayant toujours la possibilité d'être filmé avec des images qui peuvent être ensuite publiées sur les réseaux Ouais, sociaux? c'est comme si on avait un dashcam C'est- sur la tête, quoi. Bah, c'est un peu ça, ouais. Parce Non, qu'avec mais le c'est vrai, téléphone, C'est le principe. Ouais. C'est un avec peu, le, c'est avec un le peu smartphone, ça. on pouvait déjà le faire, mais bon, il faut quand même pointer le téléphone devant toi. C'est Ouais, pas mais la même ça chose, se voit, tu vois, tu ça se vois, voit. ça se voit, Voilà. et puis enfin bref. Ouais. On referme cette page-là pour ouvrir la session gadget d'Anthony Moreau. Le petit jingle. Les gadgets d'Anthony. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que là, on est un peu dans du gadget, mais c'est Mais c'est rigolo. bien. Ouais, ouais. On adore ça. Non, mais il y en a deux, moi, qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil là ces derniers jours. Je sais pas si vous avez vu ça, les amis. Le Oppo Bubble. ouais. Alors celui-là, il a l'air cool. Ah oui, très rigolo. Alors c'était un truc, alors ça existait chez Oppo et là ils l'ont sorti l'ouvrent, aussi pour l'iPhone. Moi je connaissais pas, j'avoue. Donc en gros c'est un petit, une sorte de petite bulle que tu vas coller à l'arrière magnétique en fait de ton téléphone et qui va te permettre, attention c'est vraiment gadget, de prendre des selfies avec la caméra à l'arrière du téléphone, pas avec la caméra frontale, parce que le problème du selfie, c'est quoi? C'est que tu le prends avec la caméra à selfie, et que la caméra à selfie, elle est de moins bonne qualité que les appareils photo qui sont à l'arrière du téléphone, on est d'accord? Ah, c'était ça le problème du selfie. Voilà, enfin, il y a peut-être d'autres problèmes avec les selfies, j'en prends assez peu, en général, mais bon, Moi, je pourquoi crois pas. que c'était mon visage, mais finalement, c'est pas mon visage. Eh ben non, là, tu- c'est un moi. Tu vas, Ah, il pouvoir, s'éteint. tu vas pouvoir faire de très belles photos de ton visage ça change en tout. collant ce petit rond à Ok. l'arrière de ton Donc tu le mets téléphone. sur le dos. Ouais, et tu vas en fait visualiser. Parce que c'est un écran. Ouais. Voilà, c'est un écran. Voilà, j'aurais dû le préciser dès le départ. T'as raison. C'est un écran et donc tu vas pouvoir voir, même en mettant la caméra de l'arrière du téléphone face à toi, ce qui se passe en fait, le rendu de ton visage, quoi. Voilà, ce que tu ne peux pas faire évidemment si tu n'utilises pas la caméra frontale normalement. Et donc tu vas pouvoir faire des selfies absolument incroyables. Et certains s'en servent aussi comme un petit gadget qui peuvent coller à un sac à dos, par exemple. Enfin, tu peux faire plein de trucs avec et t'en servir comme un petit écran déporté d'une certaine manière. Voilà, donc petit. Et cet écran, par exemple, tu peux regarder un film sur cet écran. Alors, Bon, je il suis faut avoir pas des petits sûr yeux. que hein. Ouais, je suis pas sûr de j'ai l'intérêt. gros yeux, Il je fait sais pas trop. moins d'1,8 pouces de diagonale, hein, donc Ouais. ouais, tu peux regarder. Alors pas un film à grand spectacle. Quoi. Non, un film un intimiste. film intimiste. Voilà. Ouais, Film Interstellar d'auteur. dessus, ça perd un peu de. Un film d'auteur, quoi. L'Odyssée de Nolan, à mon avis, là-dessus, Voilà, c'est pas parfait, une bonne idée. parfait, ouais. Puis en IMAX, je suis Ah, pas sûr que c'est vraiment ça bien. dépote. C'est vraiment bien. Non, mais bon, Mais franchement, alors, je ça trouve sort en France. Ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment compatible avec les smartphones Oppo, mais aussi avec les iPhones. C'est ça, Ouais. c'est ça la nouveauté en fait, c'est Ok. qu'ils le sortent aussi pour les iPhones, donc ça coûte autour de 70 € à peu près. Voilà. C'est rigolo. Mais c'est vrai qu'en général, la partie appareil photo du dos du téléphone, de l'iPhone, est beaucoup plus riche. Donc, Ah bah oui. tu vas pouvoir t'amuser à faire pas mal de choses. Si vous avez Voilà. des gens très narcissiques dans votre entourage, vous pouvez leur faire un cadeau. Voilà, En un petit revanche, Oppo effectivement, il Bubble. faudra choisir sa focale avant de retourner le smartphone parce que les commandes sont toujours sur l'écran. Oui. Ah, tu peux pas changer les commandes. Je crois pas. Ah, c'est une bonne question. Je ne crois pas. ça. Je crois que en fait, c'est le flux vidéo qui est streamé sur ce petit module. Je ne D'accord. crois pas qu'il y ait les commandes dessus. Ah ouais. Ouais, mais tu peux utiliser les boutons du côté pour. mais Ah, tu diras pour changer la focale. Ouais, Ah pour oui, changer oui. la Ah oui, focale. oui, Genre, oui, oui, oui. ah non, alors là, non, rajoutez pas 3 personnes. Bon, ok, on passe en ultra grand temps. Voilà. Et donc ça, on retourne, Ouais. on change. Ouais, Mais bon. ouais. Mais bon, Bon, gros succès. Bon, c'est un, pourquoi c'est un pas, gadget c'est rigolo, Pourquoi quoi, on va pas, dire. pourquoi pas. Et là, on plonge maintenant dans la nostalgie de la tech. Ouais, mon ah oui, cher alors ça Anthony. j'aime beaucoup moi. Ah, ça me plaît. Moi. Les Voilà. tréfonds de la nostalgie. Les tréfonds de la nostalgie. Mais c'est une bonne illustration d'une tendance croissante, je trouve. Hein. Bien sûr, le retour du vintage. C'est ça. Alors là, en l'occurrence, c'est le BlackBerry. Alors moi, je suis un nostalgique du BlackBerry. J'aimais beaucoup. Mon premier smartphone, ça a été un BlackBerry. J'aimais beaucoup le clavier à touche, etc. Alors il y a eu plusieurs tentatives. Et là, c'est une entreprise qui s'appelle Clix, qui était présente au CES de Las Vegas. Ils avaient déjà sorti
des claviers à touches que tu pouvais clipser à ton smartphone. Et là, ils sortent on va dire une ressucée du BlackBerry, parce que vraiment ça y ressemble beaucoup. Donc tu retrouves le fameux clavier évidemment. Tu as un écran qui est carré. On va dire donc c'est un vrai smartphone, c'est pas un accessoire. Non, c'est pas un accessoire. Là, c'est vraiment un smartphone qui est sous Android et tout. Sous Android. Enfin voilà. Alors j'attends de voir. Bon, je pense que les specs vont pas être complètement incroyables non plus, mais pour le coup, pour ceux qui sont un peu nostalgiques de cette époque-là, c'est intéressant. Alors il y a à la fois les nostalgiques, ça qui est intéressant parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de retour du BlackBerry. Donc pour ceux qui veulent retrouver un peu les sensations de l'époque. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi une tendance chez les jeunes utilisateurs. Il y a eu plein de hashtags et de trends TikTok autour du BlackBerry parce que pour les jeunes utilisateurs, le BlackBerry, c'est une forme de sevrage technologique parce qu'ils se retrouvent avec un petit écran. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que le truc qui était le summum de la connexion pour nous à l'époque, c'est devenu le truc pour pas trop regarder les réseaux sociaux parce que tu te retrouves avec un petit écran pas très qualitatif. Mais ça va dans le même sens que les l'iPhone, iBreak Pro, Minimal Phone, etc., qui sont tous des smartphones, enfin, qui ont pour point commun d'être tous des smartphones sous Android, mais en l'occurrence avec des écrans e-ink. Donc effectivement, un écran e-ink, c'est super pour lire du texte, pour répondre à un SMS ou à quelques messages, mais regarder une vidéo, ça donne vite envie de s'arracher les yeux. Aller sur TikTok, etc., c'est même pas la peine d'y penser. Et effectivement, on reste connecté, on a le côté un peu intéressant du smartphone. Qui permet d'avoir une connexion et des interactions riches, mais on n'a pas le côté robinet à flux vidéo hypnotique qui fait disparaître des heures entières dans la journée. Ouais. Et c'est effectivement, d'ailleurs, moi on a un collègue juste derrière nous, un jeune collègue qui était tout content, qui dit regarde mon téléphone, l'écran X, c'est cool, bien joué, ça. Ouais, j'en avais marre de passer des heures sur TikTok. Bah oui, bravo. Ouais, c'est ça. Et alors c'est peut-être un peu extrême, mais c'est une solution. Et effectivement, ça s'inscrit, je trouve, au-delà même de la nostalgie, ça s'inscrit dans cette tendance à vouloir dire, je décroche un peu du tout tech en permanence, où finalement je retrouve plus mes petits. Je suis tellement tout le temps dans l'instant à courir à droite à gauche que ce que devrait apporter la tech est noyé dans ce qu'elle me prend. Après, est-ce que c'est un second téléphone? Parce que c'est quand même radical. Si tu te dis, OK, je laisse tomber mon ça peut smartphone. Ça peut être un téléphone. Après, ça dépend des usages, mais ça peut être un téléphone. Il a tout pour être un téléphone principal. Oui. Il a un écran de bonne qualité. Enfin, celui c'est clair. Le Click Communicator, il a un bon écran. C'est d'ailleurs l'objectif. C'est pas conçu pour que tu consultes des vidéos, des choses comme ça. Donc, c'est quand même un engagement fort. Je pense que tu peux faire de la productivité. Tu vois, typiquement, en plus, l'écran physique te permet, pour tout ce qui est mail, etc., ou bosser, et ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais, tu vas passer moins de temps sur TikTok parce que, évidemment, les vidéos en petit format, et ça va être beaucoup moins intéressant. Mais, alors, ça sort en France, ce truc-là? Ça va sortir. C'est pas encore sorti. C'est censé sortir d'ici la fin de l'année, si je dis pas de bêtises. Ok. Ça avait été présenté, en fait, le premier prototype était présenté au CES de Las Vegas. Moi, je l'avais pas vu. J'ai vu ça après en rentrant du CES, donc c'est un peu dommage. Mais visiblement, là, c'est la version finale et ça devrait sortir d'ici la fin de l'année. Donc c'est le Clix Communicator, ça s'appelle. Et comme on sera au CES 2027, on ira chasser ce smartphone, c'est rigolo. Exactement. Non. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Évidemment, on se retrouve, Anthony et Pierre, à la fin de ce De quoi je me mêle avec le petit module bonus. On va parler d'un truc hyper intéressant, c'est le tourisme tech en Chine. Ah oui, c'est une vraie tendance. C'est dingue ça. Si vous n'avez pas encore d'idée de vacances, que vous voulez partir à la dernière minute, exactement. Écoutez, on va vous donner des idées. Ouais. Shenzhen Beach, vous allez voir, c'est top. Vous avez déjà fait les usines au Pinel, voilà. C'est la next step de la tech. Et vous restez avec nous. Dans un instant, ce sera la deuxième partie de quoi je me mail avec Christophe Joly pour notre rendez-vous nostalgique. Merci à Anthony Morel et merci à Pierre Fontaine. Plaisir. Et à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.